Osiel Cardenas Guillen, désormais seul leader du cartel du Golfe, a une idée. À la mort d'Amado Carrillo, Benjamin Arellano Félix du cartel de Tijuana devient le narco le plus puissant du pays. Mais a priori, pas de quoi trop s'en faire pour Osiel, puisqu'il a amorcé un rapprochement avec ce même Benjamin contre leur concurrent du cartel de Sinaloa. Cartel de Sinaloa qui commence néanmoins à leur poser de plus en plus de problèmes et qui prend même des allures de futurs mastodontes. Sans compter que le cartel de Juarez passe aux mains des frères d'Amado Carrillo et demeure toujours actif. Dans ce climat tendu, Osiel Cardenas cherche le moyen de se protéger. Recruter le lieutenant Guzman de Sena pour lui servir de garde du corps n'était que la première étape. Ni une ni deux, Arturo Guzman de Sena fait passer le mot à ses anciens collègues et convainc plusieurs d'entre eux de lâcher l'armée, certains même de déserter avec armes et bagages. Le recrutement prend du temps, et Guzman de Sena ne recrute pas seulement dans une seule unité, ni même seulement des gafes, mais pioche ci et là des militaires qui seraient intéressés de le rejoindre. Au début, ils ne sont que 14 à suivre Arturo Guzman de Sena, mais ces 14 déserteurs deviennent rapidement 31, puis ensuite 43 au début de l'année 1999. Tous prêtent allégeance au capot Osiel Cardenas Guillen, et constitueront pour lui sa garde rapprochée chargée de le protéger. Les Zetas sont nés. Bientôt, les Zetas deviennent indispensables pour le tueur d'amis, Osiel Cardenas Guillen. Leur efficacité au combat, leur entraînement militaire et leur caractère belliqueux en font des soldats idéaux pour le cartel. Leurs attributions ne se limitent donc plus seulement à servir de garde du corps d'Osiel, car ce dernier espère bien aussi les utiliser dans un rôle offensif, pour disputer les territoires à des organisations concurrentes et se livrer aux raquettes ou à la protection des chargements de drogue. Il faut donc rapidement trouver de nouveaux membres pour venir grossir les rangs de los Zetas. À nouveau, l'homme à leur tête, Arturo Guzman de Sena, va piocher dans l'armée et plus uniquement parmi ses seules connaissances ou ses contacts au sein de celle-ci, mais fait maintenant passer le mot à travers tout le pays que les Zetas recrutent n'importe quel militaire qui serait intéressé de se faire un peu d'argent. Pour cela, ils inscrivent carrément des messages sur des banderoles, les fameuses narcomantas des cartels, sur lesquelles on peut lire que Los Zetas offre du boulot, qu'ils déploient ensuite en ville à la vue de tous. Le groupe opérationnel Los Zetas te veut toi, militaire ou ex-militaire. Nous t'offrons une bonne paye, de la nourriture et des soins à ta famille. Tu ne souffriras plus de mauvais traitements et tu ne souffriras plus de la faim. Nous ne te donnons pas à manger des soupes Maruchan. Feignants, abstenez-vous d'appeler. Les intéressés, contactez-nous au 867 168 74 23. Peut-on lire sur l'une de ces banderoles. Mais le groupe, qui commence à prendre de l'importance, a besoin d'étendre son recrutement et ne va plus seulement recruter d'anciens militaires, mais incorpore aussi dans ses rangs d'anciens policiers devenus narcos, dans la grande tradition du cartel du Golfe, sous Osiel Cardenas. Pour monter un peu le niveau, Los Zetas recrutent aussi d'anciens amis à eux. Les Caibiles, les forces spéciales du Guatemala, dont certains membres avaient servi en même temps qu'eux au Chiapas, durant le soulèvement zapatiste de 1994. La guerre civile guatémaltèque s'est finalement achevée après 36 ans de combats sanglants en 1996. Les Caibiles, qui formaient de sanguinaires escadrons de la mort durant celle-ci au service du pouvoir, sont désormais au chôme dû. Difficile de postuler à Pôle emploi avec pour seule qualification diplômé en massacre et en génocide. Mais certains d'entre eux trouveront leur place au sein de Los Zetas qui en 1999 a arrêté de simplement servir de service de sécurité à Osiel Cardenas Guillen pour se changer en rien de moins que le bras armé de toute l'organisation. La force militaire du cartel du Golfe se nomme désormais Los Zetas. Leur chef et fondateur, l'ancien lieutenant Arturo Guzman de Sena, se choisit le nom de guerre de Z1, figurant en toute logique tout en haut de cette liste d'anciens militaires devenus narcos. Son collègue Heriberto Lascano, qui faisait partie comme lui des Gafes, les forces spéciales mexicaines, devient lui Z3 et sert de bras droit à Guzman de Sena à la tête du groupe. Mais en 1999, un incident va brusquement les mettre dans le viseur des autorités américaines. Cette année-là, un agent de la DEA, Joe Dubois, et un agent du FBI, Daniel Fuentes, sont envoyés dans le fief d'Osiel Cardenas Guillen, la ville de Matamoros, pour enquêter sur le dit baron et tenter d'en savoir plus à son sujet. Sur place,
les deux agents américains prennent contact avec un spécialiste du crime organisé de la région, histoire de les mettre au parfum. Il s'agit d'un journaliste de presse locale. Le journaliste leur fait une petite visite guidée en voiture de Matamoros, leur montrant les lieux d'intérêt pour leur enquête et les propriétés appartenant au cartel du Golfe. Le clou de la visite se trouve être le manoir d'Osier Cárdenas Guillén. Sans sortir de leur voiture, les deux agents prennent des photographies de la propriété, mais en repartant, s'aperçoivent aussitôt qu'ils sont suivis par deux véhicules. Les véhicules en question les prennent en filature un moment, jusqu'à ce qu'une Ford Bronco ne surgisse devant la voiture des agents américains pour leur bloquer le passage. Celle qui les suivait leur coupe à présent toute opportunité de faire marche arrière. Le piège se referme alors sur eux, tandis qu'une douzaine de sicarios pointent leurs armes sur leur voiture, prêts à faire feu. C'est là que déboule, ni plus ni moins, qu'Osier Cárdenas en personne, qui n'apprécie pas trop qu'on photographie sa baraque sans sa permission apparemment. Un colt en or à la ceinture, et une calache, elle aussi plaquée or, entre les mains, Osier, fou de rage, se met à menacer les deux agents. Il leur ordonne de lui livrer le troisième passager de la voiture, le journaliste, qu'il accuse de moucharder. Sinon, ces sicarios ouvriront le feu sur eux. Gardant leur sang-froid, les agents refusent catégoriquement, et sans jamais sortir de la voiture, tiennent tête au chef du cartel du Golfe. La scène est surréaliste. Tout ce beau monde s'engueule et se crie dessus pendant plusieurs minutes au beau milieu de Matamoros, mais personne ne peut vraiment faire quoi que ce soit sans en même temps déclencher un bain de sang. L'agent de la DEA, Dubois, putain celui-là on peut dire qu'il envoie, Dubois, rappelle à Osiel ce qu'il s'est passé la dernière fois qu'un narco a osé s'en prendre à un agent de la DEA, et la chasse à l'homme des États-Unis qui s'en était ensuivie, contre Rafael Caro Quintero, le présumé assassin de l'agent Camarena. S'il ne veut pas être le prochain et avoir tout l'appareil militaire des ricains au cul, il ne peut donc pas les tuer. Hors de question également pour eux de lui livrer le journaliste. Durant cet événement aurait aussi été présent le second au ciel, Jorge Eduardo Costilla Elcos. La confrontation n'oppose ni plus ni moins que les chefs du cartel aux représentants du gouvernement américain au Mexique. Finalement, Osiel se met à leur crier « Vous les gringos, ça c'est ma ville donc foutez le camp d'ici avant que je ne vous tue tous. Ne revenez jamais !» Sur ces mots, Osiel et ses hommes repartent, contrariés par la témérité des agents américains. L'embuscade s'est limitée à cette seule confrontation verbale, mais le gouvernement américain prend très au sérieux le fait que le chef du cartel ait pointé une arme sur ces deux agents, et met sa tête à prix pour 2 millions de dollars. Les ricains mettent maintenant la pression sur leurs homologues mexicains pour qu'ils arrêtent ce qu'ils considèrent être un fou dangereux, avec un sale caractère en plus de ça. Et cet événement est considéré comme l'un des éléments qui précipiteront la chute d'Osier Cárdenas Guillén et de nombreux autres barons du cartel du Golfe. Le 22 novembre 2002, l'ancien lieutenant Arturo Guzmán de Sena dîne ce soir-là dans un restaurant de Matamoros, capitale du Tamaulipas. Un territoire où le cartel du Golfe règne en seul maître. Depuis quelque temps, celui-ci a pris l'habitude de rendre visite à sa nouvelle petite amie, et déploie à chaque fois d'impressionnantes mesures de sécurité pour ne pas être dérangé pendant qu'il tire son coup. Ses hommes le devancent et bouclent le secteur, établissant même des barrages sur les routes et les voies d'accès qui mènent à la maison de sa copine. Forcément, vous vous doutez bien que cet excès de zèle est très contraignant, et donc très mal perçu par les habitants du coin, qui subissent des désagréments à chacune des visites galantes de l'ancien militaire. Plus globalement, on dit que ce dernier se comporte désormais comme le maître absolu de Matamoros, et se prend même pour l'égal d'Osier Cárdenas Guillén, son supérieur, tout en étant constamment protégé par ses sanguinaires cétas. Guzmán de Sena, déjà reconnu pour ses qualités de leader, devient l'une des figures charismatiques du cartel, et ses hommes lui sont entièrement dévoués. Ce 22 novembre 2002, un des voisins finit par en avoir marre, et prévient la police que le barrage routier établi ce soir-là par les cétas annonce une fois de plus la visite imminente de Guzmán de Sena à sa petite amie. Comme ça, par des policiers qui ont été simplement prévenus de sa présence par des appels de riverains, Arturo Guzmán de Sena est abattu à la sortie du restaurant où il dînait, presque par hasard, au cours d'une fusillade qui demeure aujourd'hui encore imprégnée de mystère. A-t-il été exécuté ? Y a-t-il eu une fusillade plus importante qu'on ne le pense, comme l'affirment certains témoins, impliquant qu'il y ait eu au cours de celle-ci d'autres morts ? Au ciel se serait-il retourné contre son lieutenant ? Personne ne le sait vraiment, ce qui, je vous le disais, achève de conférer une aura de mystère à la figure de ce personnage méconnu des cartels, mort à seulement 26 ans,
lui qui était jadis promis à une belle carrière dans les forces spéciales. En tout cas, on peut s'accorder sur le fait qu'il ne s'agit assurément pas d'une fin très glorieuse pour le créateur de Los Zetas, El Zeta Uno. Ceux-ci lui rendent néanmoins hommage en déposant des couronnes de fleurs sur le lieu de son assassinat, ainsi que sur sa tombe. Sur les couronnes, on peut lire « Tu seras toujours dans nos cœurs, de la part de ta famille, Los Zetas ». Arturo Guzmán de Sena, mort à 26 ans après s'être laissé dévoyer par l'argent du crime organisé, n'aura même pas eu le temps de voir tomber son chef, l'homme qui un jour l'a sorti du droit chemin, à peine 4 mois plus tard. En effet, le 14 mars 2003, les États-Unis ont suffisamment fait pression auprès des Mexicains pour que ces derniers mettent au point une gigantesque opération de capture à l'encontre d'Osiel Cárdenas Guillén. Les policiers établissent des barrages et forment des périmètres de sécurité aux abords de la capitale du Tamaulipas, Matamoros, plusieurs heures avant le moment fatidique, où un commando est finalement envoyé prendre d'assaut l'une des maisons du capot. Le commando est composé de membres des Gafes, qui devront lors de cette opération affronter leurs anciens collègues de Los Zetas, qui ont déserté quelques années auparavant et qui protègent maintenant Osiel. C'est donc presque une affaire personnelle. Gafes contre ex-Gafes. Le commando passe à l'action au petit matin, alors qu'Osiel avait organisé la veille une fête dans cette même maison pour l'anniversaire de sa fille. C'est donc un chef du cartel du Golfe, encore dans les vapes, et qui n'oppose aucune résistance que le commando des forces spéciales parvient en ce 14 mars 2003 à appréhender. En revanche, ces sicarios ne comptaient pas le laisser faire arrêter sans réagir, à la manière de ce que l'on connaîtra 15 ans plus tard lors des arrestations d'Ovidio Guzmán à Culiacán, journée connue comme Culiacanazos ou Jeudi Noir. Les Zetas et les sicarios du cartel du Golfe déclenchent des fusillades à Matamoros et tentent des embuscades à plusieurs reprises au convoi qui transporte Osiel. Celui-ci prend la direction de l'aéroport de la ville, où un avion l'attend. L'objectif de ces hommes est évidemment de tout faire pour l'empêcher. Une réaction du cartel qui n'atteindra pas les proportions des deux Culiacanazos toutefois, mais qui en sera néanmoins le précurseur, si on peut dire. 3 militaires seront blessés lors de ces embuscades, mais le convoi parviendra bel et bien à exfiltrer Osiel, qui sera dans la foulée incarcéré dans l'une des prisons les plus sécurisées du pays. Le cartel du Golfe vient de perdre son leader. On ne sait pas exactement à qui attribuer l'identité de Z2, l'homme censé prendre la relève de Z1, Arturo Guzmán de Sena, à la tête de Los Zetas. Ça se joue entre un certain Alejandro Lucio Morales Betancourt, arrêté le 17 novembre 2001, et un certain Rogelio González Pisania. Ancien policier, l'ami Rogelio était l'un des rares Zetas originels à ne pas avoir fait partie de l'armée. Il s'agissait d'un ancien policier du Tamaulipas, un proche d'Osiel Cárdenas Guillén, qui a été placé par celui-ci en haut de la hiérarchie de Los Zetas, histoire de maintenir le bras armé d'ex-militaires psychopathes sous son contrôle. Du moins c'est l'hypothèse que j'en ai personnellement déduit. Mais lui aussi a été arrêté en 2004. Plus de Z2 donc. Vous voyez que les pertes subies, arrestation ou décès, est le lot de toute organisation criminelle, et Los Zetas n'y font pas exception. Ces pertes font même partie de leur ADN depuis leur création, ou en tout cas depuis la connerie d'Osiel d'avoir menacé des agents américains, disons. Mais ces pertes n'ont affaibli en rien pas plus le cartel du Golfe que son bras armé de Los Zetas. Le nouveau leader du groupe composé d'anciens militaires est désormais Z3, et sous son commandement, les Zetas atteindront un niveau de pouvoir et de violence encore inégalé. Heriberto Lascano, alias El Z3, est en effet décrit comme un fin stratège, un brillant soldat et un monumental salopard. Lui aussi a été formé à l'école des Amériques par les Ricains et a eu un parcours en tout point similaire à celui d'Arturo Guzmán de Sena, avant de lui succéder à sa mort en 2002. Avec lui à sa tête, le groupe ne s'affaiblit pas mais continue au contraire de se renforcer. El Z3 est en effet le membre le plus emblématique de Los Zetas, et souvent dans la fiction, dans la série El Chapo, la série italienne 000, où il est d'ailleurs interprété par le même acteur, ou encore le livre de Don Winslow, Cartel, c'est ce personnage qui est représenté à la tête du groupe. C'est lui, le véritable visage de Los Zetas. Quant au cartel du Golfe, vous vous demandez peut-être qui le commande à l'arrestation d'Osiel en 2003. Eh bien, il s'agit d'un certain Osiel Cárdenas Guillén, ça vous dit quelque chose ? C'est ça, le gars continue de diriger son cartel comme si de rien n'était depuis sa prison.
Son frère Tony Tormenta et Eduardo Costilla Elcos, ses deux bras droits, enfin son bras droit et son bras gauche du coup, se chargent tous deux de faire respecter ses ordres depuis l'extérieur. L'apparition des Zetas dans le paysage du crime organisé mexicain a complètement révolutionné les dynamiques entre tous ces groupes criminels. Pour la première fois, nous n'avions plus seulement affaire à des délinquants expulsés des États-Unis ou qui se sont formés en milieu carcéral, ou à des narco-paysans qui se sont endurcis dans les montagnes du Sinaloa. La discipline, la précision, la structure hiérarchique très stricte et l'entraînement militaire des Zetas en ont fait des ennemis redoutables et redoutés. Dès lors, forcément, les autres cartels ont essayé de les imiter en créant leur propre bras armé inspiré de los Zetas, avec plus ou moins de réussite, disons. Comme Osiel Cardenas, Joaquín Guzmán Loera, plus connu sous son surnom El Chapo, recrutera parmi les membres des Gafes, mais il ne parviendra à en soudoyer qu'une poignée, destinée avant tout à veiller à sa sécurité. Celui-ci, comme ses fils qui lui succéderont, multiplieront à leur service les différents services de sécurité et autres bras armés qui au final agissent tous indépendamment les uns des autres dans différents états du Mexique, sans qu'aucun d'eux n'égale en puissance, en influence ou en notoriété les Zetas. Quant à leurs associés de la famille Zambada et des Beltranera, leurs propres bras armés sont composés avant tout de proches de la famille et de trafiquants influents qui jouent tous un rôle important au sein de leur groupe. Encore une fois, rien à voir avec la chair à canon sans visage, déshumanisée et facilement remplaçable qui compose le gros des forces de los Zetas. Pour le cartel du Golfe, les Zetas sont en effet une arme redoutable. Leurs membres, dont certains ont participé à de véritables conflits au sein de l'armée mexicaine ou guatémaltèque, sont parfaitement conscients que la mort les attend sûrement au bout du chemin, et ils sont préparés, comme tout militaire. Le destin funeste d'Arturo Guzmán de Sena, qui les avait personnellement recrutés pour un bon nombre d'entre eux et qui a connu sa fin peu de temps après la création du groupe, le leur a certainement rappelé. Les membres des Zetas ne sont pas de simples narcos, ils ne connaissent ni remords ni état d'âme, pas plus que la peur du combat ou de la mort. La mort, c'est leur métier, c'est à ça qu'on les a entraînés, et ils savent la donner comme personne. Ce ne sont pas de simples soldats, mais pour beaucoup d'entre eux, comme leur chef Heriberto Lascano El Zeta-3, des soldats d'élite. Les Zetas ont été les premiers à utiliser et perfectionner les tristement célèbres narco-monstruos, qui sont aujourd'hui devenus les symboles plus qu'autre chose de la militarisation des cartels. Les narco-monstruos, ce sont ces véhicules civils, des camionnettes ou des camions, qui ont été modifiés par les sicarios et renforcés à l'ordre de blindage artisanal pour servir de véritables chars d'assaut et de véhicules blindés, capables de tenir tête, hypothétiquement, aux forces armées. Ils ont surtout contribué à leur notoriété en fournissant de sinistres images une fois ces véhicules saisis. Même s'ils n'ont pu égaler les techniques militaires des Zetas, les services de sécurité des autres cartels ont néanmoins accéléré leur professionnalisation et engagé une véritable course à l'armement pour leur tenir tête. Surtout, ils se sont inspirés de leurs sinistres modes opératoires, comme de leurs techniques de torture et de guerre psychologique. La guerre psychologique, la grande spécialité de los Zetas. Le bras armé du cartel du Golfe est en effet devenu expert dans l'art de mettre en scène ces meurtres. Ils ont été les premiers à utiliser la décapitation comme méthode d'exécution. Méthode d'exécution comme moyen de communication d'ailleurs, car leurs actes de barbarie ont fréquemment défrayé la chronique au Mexique et envoyé du même coup un message aux autres cartels. Corps décapités, pendus à des ponts ou démembrés, autant d'avertissements à l'encontre de leurs rivaux. Partout où los Zetas passent, ils laissent un sillon de sang derrière eux. C'est cette cruauté sans limite qui vaudra par la suite aux Zetas d'être connu comme le cartel le plus sanguinaire et le plus malfaisant du Mexique. Leurs rivaux du cartel de Sinaloa ou de Juárez leur emboîteront le pas et adopteront des méthodes similaires face à cette nouvelle organisation qui se met à leur disputer la frontière nord du Mexique et qui les inquiète au plus haut point. Los Salazar, Los Antrax, la Línea. Autant de brins armés et de cliques de tarés qui sont apparus pour faire directement front contre les Zetas. Ce mimétisme entre les différents cartels sera le déclencheur d'une plus grande violence au Mexique. Une violence comme nous n'en avions encore jamais vue. Toutes les boucheries, les massacres et les bains de sang provoqués par les cartels depuis le début du XXIe siècle est la conséquence directe de l'apparition de los Zetas et de la militarisation au retour de leurs concurrents.
Justement, à cette époque, un jeune trafiquant de drogue texan d'origine mexicaine est contraint de fuir son pays natal, les États-Unis, à cause d'un mandat d'arrêt émis là-bas à son encontre. Pour se planquer, le jeune homme ne va pas très loin. Il franchit seulement le pont qui connecte sa ville natale de Laredo, au Texas, à la ville de Nuevo Laredo, au Tamaulipas. Là, à quelques centaines de mètres des États-Unis où il a grandi, le gars se met à trafiquer de petites quantités de cocaïne et de cannabis en freelance. Son nom, Edgar Valdez Villarreal. Mais c'est surtout sous son surnom qu'il acquérera de la notoriété, la Barbie. Le bonhomme est l'un des sicarios les plus connus du XXe siècle. C'est quasiment le personnage principal du bouquin dont je vous parlais dans la précédente vidéo, Cartel de Don Winslow, traduit en français. Et il a longtemps été question que Charlie Hunnam ou que Armie Hammer, avec qui il a eu des contacts, l'incarne dans une production hollywoodienne. La Barbie, ce n'est donc pas n'importe qui. D'autant plus que son grand-père, c'est le fameux El Gitano dont je vous parlais dans la dernière vidéo, une fois encore. Ouais, le gars qui faisait la chasse aux communistes au Sinaloa. Le petit-fils du tout premier sicario du Mexique va suivre ses traces en abandonnant le trafic de drogue à proprement parler pour se changer lui-même en sicario, en chef de la sécurité pour le baron Arturo Beltrán Leiva du cartel de Sinaloa. La Barbie représente désormais le cartel des Chapo dans la ville de Nuevo Laredo, située dans l'état de Tamaulipas, bastion du cartel du Golfe. Forcément, les Zetas y sont aussi présents en nombre, et ils n'apprécient pas trop la présence sur place des Sinaloans. À cette époque, la Barbie n'est pas encore très influent, mais dans la dispute qui l'oppose aux Zetas, il parvient à tuer le frère d'un des chefs de los Zetas, sans qu'on ne sache trop exactement lequel, mais c'est en tout cas ce que rapporte le frère d'El Mayo Zambada lors des différents procès aux USA lors desquels il témoignait. Forcément, une fois encore, les Zetas mettent à prix la tête de la Barbie et crient vengeance. La Barbie est donc contraint de rejoindre le Sinaloa pour se placer sous la protection de son mentor, Arturo Beltrán Leiva, en abandonnant Nuevo Laredo aux Zetas. Plus globalement, les deux pôles du crime organisé, que sont les cartels de Sinaloa et du Golfe, se sont toujours opposés en se regardant en chien de faïence, chacun cherchant à prendre l'avantage sur l'autre en se développant dans les États qu'il restait à conquérir. Et cette rivalité ne s'arrange pas avec le déploiement sur le terrain des Zetas, surtout maintenant que tous les territoires ont déjà été conquis par l'un ou l'autre des deux camps, ou bien par le cartel de Juárez. Une sanglante confrontation ne tarde pas à éclater entre cartel de Sinaloa et cartel du Golfe, particulièrement son bras armé de los Zetas. Ceux-ci sont désormais commandés, pour rappel, par le successeur de Guzmán de Sena, également ancien militaire et ancien garfé, le terrible et sanguinaire Heriberto Lascano, alias El Lasca ou El Z3. Celui-ci était un grand consommateur de viande, selon la légende, mais pas de celle qu'on trouve au supermarché. Enfin gourmet, l'apprenti cuistot prenait grand soin de ses ingrédients, et Heriberto Lascano ordonnait à ses hommes qui lui amènent ses victimes, ceux condamnés à mort par le groupe, dans l'une de ses propriétés. Sur place, il demandait à celle-ci de se laver et de se raser le corps, après quoi il leur offrait un verre ou deux, histoire de les inviter à se détendre, et de relâcher les nerfs. Ensuite, El Z3 les faisait exécuter le plus rapidement possible, histoire que la viande reste tendre. Ce gros taré les faisait ensuite découper en morceaux et consommait, paraît-il, la chair de ses ennemis, qu'il aimait surtout déguster en tamales ou en grillade, ou cuite avec du citron comme pour un steak tartare. Les restes finissaient dans le pozolé, dans le ragoût. Je cite directement l'article d'Infobae qui s'appuie lui-même sur les déclarations de l'ancien militaire et associé d'El Z3 en personne, Juan Sanchez Limón, qui déclare au journaliste Jesus Lemus avoir lui-même consommé de cette viande aux côtés de l'ancien leader Zeta. Ces allégations n'ont jamais pu être vraiment confirmées, mais il s'agit d'une légende urbaine persistante et j'ai déjà vu des rumeurs considérées véridiques qui s'appuyaient pourtant sur moins de fondements que celle-ci. Donc bon, j'ai malheureusement bien peur qu'elle soit vraie dans le cas présent. Quand on voit le pédigré du chef, t'as pas vraiment envie de connaître celui de ses hommes de main. Pourtant, eux aussi valent le détour, si j'ose dire. Le tortionnaire psychopathe et cannibale à la tête de los Zetas est épaulé par deux autres fous malades, au moins aussi tarés que lui, des frères. Miguel Ángel et Omar Treviño Morales, respectivement Z40 et Z42. Les deux frères font partie des rares membres originels de los Zetas qui n'étaient pas d'anciens militaires, mais ont été placés dans le groupe par Osiel Cárdenas Guillén. Par la suite, le recrutement des Zetas s'élargira aux policiers, aux narcos, puis aux petites racailles,
avant qu'ils ne fassent carrément leur marché en recrutant de force parmi la population civile. Mais le profil des frères Trevino détonnait avec ceux des autres Zetas au moment de leur création, eux qui viennent de la rue et ont gravi les échelons de la pègre au sein du cartel du Golfe. Pourtant, eux aussi sont de gros tarés. L'aîné des frères, Miguel Ángel, aimait par exemple découper la peau du visage de ses victimes pour que leur famille ne puisse pas les reconnaître. Encore un charmant monsieur. Il est d'ailleurs considéré par beaucoup, dont votre serviteur, comme le plus sinistre et le plus sanguinaire personnage du crime organisé mexicain. Une sorte d'Oscar ou de Ballon d'Or chez les fils de pute. Sous l'impulsion de Z3, entre deux steaks tartares, les Zetas se sont étendus vers d'autres États autour de leur région natale du Tamaulipas, dans laquelle ils ont leur base dans la ville de Nuevo Laredo, tandis que leur maison mère du cartel du Golfe est traditionnellement plus rattachée à la capitale, Matamoros. Les anciens militaires ont également la main mise sur les États voisins de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, en plus de ceux de Veracruz, du Zacatecas, au centre du Mexique, et du Chiapas, au sud. Il semblerait que l'État qui fut le théâtre du soulèvement zapatiste ait rappelé à lui les anciens gafes pour perpétrer sur place de nouveaux crimes. C'est même à partir de là que les Zetas lanceront leurs incursions en dehors du Mexique, vers le pays voisin du Guatemala, et parviendront même à disputer aux autorités locales tout un territoire, la région du Petén, depuis lesquels les Zetas réceptionnent les cargaisons de drogue en provenance de Colombie et d'Amérique du Sud. Un nombre inconnu mais supposément conséquent de Zetas étaient en effet d'anciens cabiles et soldats guatémaltèques, il ne faut pas l'oublier. Il s'agit de l'unique fois, à ma connaissance, qu'un cartel mexicain possédait une partie de son territoire en dehors des frontières du Mexique. Il n'est pas étonnant que los Zetas ait entrepris une telle expansion et se soit autant étendu. À l'époque, c'était le seul moyen qu'ils avaient pour se faire du fric. En effet, les trafiquants de drogue, à proprement parler, c'était leur patron du cartel du Golfe. Les Zetas n'avaient tout simplement pas leur mot à dire sur le trafic, auquel ils ne prenaient même pas véritablement part. Pour s'autofinancer, le cartel du Golfe leur laissait par contre le soin de développer des business parallèles dans les territoires qu'ils contrôlaient. En gros, il leur laissait tout le reste. Racket, kidnapping, braquage, trafic d'êtres humains, prostitution, mercenariat, détournement de pétrole et de carburant, chantage, vol de véhicules, contrefaçon, trafic de DVD et de CD piratés, etc. Les Zetas prenaient part à tout ce qui se faisait de plus dégueulasse et se sucraient directement sur le dos de la population pour se financer. Voilà pourquoi il était vital pour eux d'envahir et d'occuper de plus en plus d'États mexicains, pour développer ses business sur place, alors que la clique d'anciens militaires est de moins en moins fréquemment amenée à interagir avec ses supérieurs du cartel du Golfe qui se gardent pour eux le trafic de drogue, c'est-à-dire le business le plus lucratif. Les Zetas en sont même venus à établir un système de franchise, un peu comme McDo ou KFC. Leur mode opératoire se résumait à envahir un territoire et établir un massacre scrupuleux de la pègre locale pour s'en assurer le contrôle total. Un pégricide, ou un criminicide, comme vous voulez, ce qui sonne le mieux. Bref, une fois tous les truands d'une zone massacrés, les Zetas confiaient la dite zone à leurs propres truands affiliés qui étaient chargés de développer des business sur place, en leur nom, tout en demeurant totalement indépendants. Les Zetas ne leur demandent alors qu'une seule chose, leur rapporter de l'argent par tous les moyens possibles. C'est comme ça que les Zetas ont également été le vecteur de l'explosion de la petite criminalité, des larcins et des crimes commis contre les civils dans les zones qu'ils contrôlaient. On appelait alors celles-ci, sous contrôle Zeta, des zones de silence, car tout journaliste qui osait briser cette omerta risquait de se voir assassiné par le groupe. Ces sources de revenus multiples est aussi l'une des raisons qui a poussé les Zetas vers le sud et le Guatemala. Leur spécialité était alors de kidnapper les migrants sur leur trajet vers les États-Unis et d'exiger à leur famille une rançon pour leur libération, quand ils ne les prostituaient ou ne les massacraient pas, bien sûr. Comme ces migrants proviennent pour un grand nombre d'entre eux d'Amérique centrale, contrôler les voies de migration s'est avéré une source de revenus fiable pour les Zetas. Ils occupaient alors, en plus du Petén, la région de Alta Verapaz, soit les deux régions se situant au nord du Guatemala et frontalières avec le Mexique. L'homme chargé de coordonner les opérations dans le pays d'Amérique centrale n'est ni plus ni moins que le terrible Z40, Z40. Mais les autres cartels ne se laissent pas faire. Tous semblent bien décidés à livrer une guerre de front à los Zetas pour les empêcher de conquérir plus de territoire. Le cartel de Sinaloa en particulier. On dit même que le cartel des Chapo et del Mayo Zambada
s'est allié avec le gouvernement pour faire tomber les Zetas. Face à la cruauté sans limite de ces derniers, les Sinaloans semblent en effet pour le gouvernement un moindre mal, et même des alliés de choix contre eux. Ça n'a jamais été formellement prouvé, évidemment. Mais une offensive se met bientôt en place contre los Zetas et le cartel du Golfe. Les grands cartels de la drogue mexicains décident de s'unir pour l'occasion et de former une alliance temporaire. Le cartel de Sinaloa, dirigé par les familles Guzman et Zambada et épaulé par les frères Beltrán Leiva, le cartel de Juárez, la milice Carteles Unidos et surtout la Familia Michoacana, qui est à l'origine de cette alliance improbable. L'alliance contre los Zetas prend le nom de la Resistencia. Elle se part bientôt de son propre bras armé, alimenté par chacun des cartels. Ce bras armé n'a qu'un seul et unique but, faire la traque des anciens militaires et les exterminer. C'est donc logiquement qu'il s'est baptisé les Matazetas, les tueurs de Zetas. Au moins le message est clair. À titre personnel, ça m'évoque assez le groupe de Los Pepes en Colombie, l'anagramme pour les poursuivis par Pablo Escobar, qui était une sorte de milice paramilitaire formée par les ennemis du baron colombien dans le but de l'abattre. On dit souvent que les seuls à avoir dépassé en ignominie le narcoterroriste Pablo Escobar étaient ces mêmes Zetas. Rien d'étonnant à ce que leurs ennemis fondent eux aussi ce genre de milice. En l'occurrence, les Matazetas sont composés de sicarios affiliés au cartel de la Familia Michoacana et à celui d'El Chapo, mais originaires de régions plus au sud du Sinaloa. Ce sont les petites mains du cartel en quelque sorte. Des tueurs locaux, originaires du Michoacán. Des années plus tard, ce groupe serait appelé à prendre son indépendance et à disputer le contrôle du pays à ses anciens chefs du cartel de Sinaloa, mais sous un autre nom. Celui sous lequel on le connaît plus volontiers aujourd'hui. Il s'agit en effet du futur cartel de Jalisco Nueva Generación. À l'époque cependant, les sicarios del Mencho, les Matazetas, n'avaient pour seule mission que de disputer la Plaza de Veracruz au bras armé du cartel du Golfe. Ils se présentent même comme, je cite, les défenseurs du peuple contre celui-ci. En 2007, un des leaders locaux de los Zetas à Veracruz est abattu et les anciens militaires envoient leur chef de la sécurité maison, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40, rétablir la situation sur place. En octobre 2011, 35 cadavres sont retrouvés gisant au milieu de la rue, en plein Veracruz. 8 membres des Matazetas, futur cartel de Jalisco Nueva Generación, sont arrêtés. Ceci indique aux enquêteurs 3 maisons, dans lesquelles 32 cadavres de plus sont retrouvés quelques jours plus tard. La guerre entre les cartels a pris une tournure sanglante. Au Michoacán, futur bastion du cartel de Jalisco Nueva Generación, c'est la Familia Michoacana qui mène l'offensive. Elle est épaulée sur place par les milices d'autodéfense, qui se muraient quelques années plus tard en un cartel de la drogue à part entière, qui prendrait le nom de Carteles Unidos. La Familia Michoacana, qui a laissé place au cartel des chevaliers templiers sous le règne de Nazario Moreno, avait décrété une sainte croisade contre les Zetas, en prétendant, comme leurs alliés des Matazetas, agir pour le bien du peuple. Dans les faits, les chevaliers templiers, qui étaient eux aussi de sacrés tarés, se sont montrés aussi impitoyables que les anciens militaires lors de cette guerre. On dit que leur confrontation a été le marqueur de la nouvelle violence qui triait alors le Mexique. Une fois que le pire a été commis, il devient ensuite une chose banale et les cartels concurrents n'hésiteront pas à le commettre à leur tour, et le répéter, suivant une logique de surenchère. La Familia Michoacana et los Zetas décapitaient à tour de bras dans l'état de Michoacán, balançant des têtes coupées au milieu des bars et des restaurants, et les faisant rouler au milieu des teufeurs sur les pistes de danse des boîtes de nuit. Ah, c'est sûr, ils savaient mettre l'ambiance. À Acapulco, Guerrero, célèbre station balnéaire, prisée des touristes où il est facile d'écouler de la drogue, la plaza est maintenant dirigée par La Barbie, le petit-fils d'El Gitano. Le cartel de Sinaloa a envoyé sur place, sous ses ordres, 80 sicarios pour combattre les 120 appartenant à los Zetas, qui cherchent à lui dérober son territoire. Décidément, peu importe les milliers de kilomètres qu'il met entre lui et les Zetas, ou dans quel coin du Mexique il se planque, il semblerait bien que la Barbie ait trouvé dans les anciens militaires des ennemis mortels, qui lui en veulent personnellement et s'acharnent à le traquer. Le petit-fils d'El Gitano s'était déjà confronté à eux dans la ville de Nuevo Laredo, des années auparavant. Désormais, il est à la tête de son propre bras armé, los Pelones, qui deviendront plus tard los Negros, chargés de combattre les Zetas. La Barbie est notamment devenue célèbre pour avoir été le premier narco mexicain à publier des vidéos de torture et d'exécution, en l'occurrence, de sicarios appartenant à los Zetas. Dans les années 2010,
La ville portuaire d'Acapulco sera le théâtre de massacres et d'affrontements qui terniront son image à l'international et feront que les touristes la déserteront, lui préférant d'autres destinations considérées plus sûres. Finalement, la Resistencia, l'alliance des cartels contre los Zetas, ne tient pas sur la durée et se délite même rapidement. Les cartes sont soudainement rebattues. Tout d'abord, le cartel de Juarez quitte la Resistencia avant même d'y avoir pris part et préfère s'allier avec les Zetas contre Sinaloa. Dans le cartel de Sinaloa, justement, là aussi les choses se gâtent, puisque l'une des familles qui composent le cartel, les Beltrán Leiva, déclare la guerre à leurs anciens alliés. Eux aussi partent s'allier avec les Zetas contre leur cousin El Chapo Guzmán et son associé El Mayo Zambada. Les Zetas possèdent maintenant leur propre alliance avec le cartel de Juarez et les frères Beltrán Leiva du cartel de Sinaloa pour contrer la Resistencia. Mais comme les affiliations sont décidément bien éphémères dans le monde des narcos, une fois encore les cartes sont redistribuées quand un autre cartel décide de finalement se retourner contre les Zetas pour leur faire la guerre et rejoindre la Resistencia, l'alliance formée pour les exterminer. Il s'agit, je vous le donne en mille, du cartel du Golfe. Notre histoire, ou plutôt celle de los Zetas, prend un tournant décisif en 2007, lorsque les autorités américaines et mexicaines s'aperçoivent enfin que l'homme qui dirige le cartel du Golfe croupit depuis pourtant près de 4 ans dans une prison mexicaine sans que cela n'ait affecté en rien son leadership. Et oui, il s'agit toujours d'Osiel Cárdenas Guillén, arrêté en mars 2003. En 2007, les Mexicains l'extradent donc aux États-Unis, où il sera incarcéré dans une prison de haute sécurité, rendant impossible tout contact de sa part avec l'extérieur. Osiel extradé, il ne peut plus donner ses ordres à ses subordonnés, c'en est donc fini de son règne de presque 10 ans. Ses 2 lieutenants le remplacent définitivement à la tête du cartel du Golfe. Il s'agit de Jorge Eduardo Costilla, Ercos, et du frère d'Osiel, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta. Sauf que voilà, Tony Tormenta ne possédait pas les qualités de leader de son frère. On dit de lui qu'il est caractériel au possible et possède un comportement erratique. Alors, pour ceux qui se demandent, erratique, ça veut pas dire qu'il ne croit pas en Dieu, ça veut pas dire qu'il est suisse, ça veut juste dire que c'est un gros connard. Si Osiel avait déjà mauvais caractère, même pour un narco, son frère est réputé être encore pire. Ça promet. Dès le début de son règne, Tony Tormenta peine à maintenir sous son contrôle son bras armé composé d'anciens militaires. Il se voit contraint de leur accorder de plus en plus d'indépendance en les envoyant racketter aux 4 coins du pays pour avoir la paix. Le cartel du Golfe et son bras armé de los Zetas prennent de plus en plus la forme de groupes rivaux et même ennemis. Les Zetas cessent alors d'être le bras armé du cartel du Golfe pour devenir eux-mêmes un cartel à part entière. Dorénavant, ils se feront appeler le cartel de los Zetas. Le frère d'Osiel, qui a bien du mal à s'entendre avec qui que ce soit El Zeta-3 ou même El Cos, démarre une confrontation ouverte contre ses anciens alliés. Mais bon, pour l'instant, les choses demeurent encore à peu près sous contrôle pour le cartel du Golfe, vu que Tony Tormenta a quand même pour lui la légitimité d'être de la famille de l'ancien patron, son seul atout dans la vie, qui dissuade ses hommes de rompre les rangs. Non, les choses se gâtent vraiment le 5 novembre 2010, quand les autorités lancent un nouvel assaut sur la ville de Matamoros pour appréhender le nouveau chef du cartel, toujours nommé Cárdenas Guillén, ça ne change pas, mais cette fois-ci Antonio Ezequiel, ce même Tony Tormenta. Comme pour son frère Osiel 7 ans auparavant, les autorités l'ont spécifiquement ciblé dans l'espoir d'en finir une bonne fois pour toutes avec le cartel du Golfe. C'est la marine qui cette fois mène l'assaut et, de nouveau, une violente fusillade éclate en ville. Des fusillades au pluriel même, parce que les affrontements se déroulent dans pas moins de 15 secteurs différents de Matamoros. À la différence d'Osiel, dont ses hommes avaient tenté d'empêcher le transfert vers l'aéroport en tendant des embuscades à son convoi, Tony Tormenta, lui, ne s'est pas laissé surprendre ni arrêter. Il a pris les armes avec ses sicarios et oppose aux Marines une farouche résistance. Les combats dureront plus de 8 heures, entre 10 heures du matin et 6 heures du soir, et se solderont par la mort de Tony Tormenta. À sa mort, les Zetas contre-attaquent férocement dans tous les territoires qu'ils contestaient au cartel du Golfe et reprennent l'avantage. Les affrontements entre le cartel du Golfe et ses anciens alliés des Zetas ont pris une tournure autrement plus sanglante en janvier 2010, à la mort d'El Concorde 13,
Victor Peña Mendoza de son vrai nom, un membre des Zetas et ami del Z40. Un lieutenant du cartel du Golfe, dénommé lui Samuel Flores Borrego, ou El Metro 3, appartenant à la faction de los Metros. Étant donné les mésententes entre Tony Tormenta, El Cos et los Zetas, le cartel du Golfe avait alors commencé à se scinder en plusieurs factions. A exécuté ce fameux Concorde 3 de los Zetas dans la ville de Reynosa, Tamaulipas. Les Zetas ont alors exigé à leurs supérieurs du cartel du Golfe qu'ils leur livrent El Metro 3, mais ceux-ci ont refusé. Qu'à cela ne tienne, les anciens militaires se sont passés de leur permission et ont exécuté dans la foulée le fameux Metro 3. C'est à la suite de ces deux meurtres, un dans chaque camp, que la guerre entre les deux entités, autrefois alliées, a débuté. De toute façon, le torchon brûlait entre le cartel du Golfe et los Zetas depuis un bon moment. Aussi, tout le monde s'attendait à ce que ça finisse par péter un jour ou l'autre entre les deux. Et violemment, ça n'aura pas manqué. La guerre entre les deux organisations devient rapidement l'une des plus sanglantes que l'on eût jamais connues au Mexique et sèmera mort et désespoir sur la frontière nord, surtout au cours de ces 3 premières années. Il faut dire que les guerres les plus sanglantes, dans la mafia au Mexique, ne sont souvent pas des guerres entre cartels rivaux, à l'échelle de tout le pays, mais presque toujours des guerres internes et intestines entre d'anciens alliés, qui évoluent dans le même territoire et en connaissent le moindre recoin, comme les forces et les faiblesses du camp d'en face. C'est sûr, c'est plus facile de se foutre sur la gueule quand t'as pas à faire 800 km pour ça et que tu sais précisément où frapper. Les premiers à souffrir seront les habitants de l'état du Tamaulipas, le berceau des deux organisations. Traditionnellement, le cartel du Golfe régnait sur la ville de Matamoros, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, tandis que les anciens militaires avaient eux leur bastion à Nuevo Laredo, ville dans laquelle ils subissaient maintenant les assauts de leurs ennemis du Golfe. Les deux villes sont séparées d'un peu moins de 300 km. Sur le chemin, on trouve aussi la ville de Reynosa, dans la banlieue de Matamoros, devenue l'un des épicentres de cette nouvelle guerre, et surtout la ville la plus riche du Mexique, Monterrey, qui forme un triangle équidistant, mon vocabulaire m'étonne moi-même, avec Matamoros et Nuevo Laredo. Jusqu'ici, la capitale de Nuevo León s'était vue relativement épargnée par le crime organisé. Tout a changé durant la guerre entre le nouveau cartel de los Zetas et le cartel du Golfe. Les deux camps la revendiqueront et s'entretueront pour l'obtenir, Monterrey devenant une prise de choix, le joyau de la couronne du butin de guerre en quelque sorte. Les règlements de compte survenant en premier lieu dans le fief des deux cartels, il n'existe plus de refuge ni d'abri possible pour aucun des deux camps. La guerre fratricide repousse les limites de la barbarie. Un peu partout, dans les États du Nord, on retrouve des centaines de charniers, tandis que le conflit engendre des milliers de déplacés, comme à Ciudad Mier, une ville du Tamaulipas autrefois peuplée de plus de 6000 âmes, dont plus de 95% des habitants ont fui en l'espace de quelques mois, à peine à cause de la violence. Pour la plupart en direction de la ville voisine de Miguel Alemán. En 2011, elle ne comptait plus qu'une centaine d'habitants tout juste, faisant de Ciudad Mier une ville fantôme. Le Mexique vit au son des rafales de Kalachnikov et d'AR-15. Le conflit ne tarde pas à s'étendre en dehors des seules frontières du Tamaulipas et à gagner d'autres États. En plus de Nuevo León et sa capitale Monterrey, très convoitée, les combats entre Zetas et cartels du Golfe se sont aussi étendus à Coahuila et Veracruz. Il serait impossible pour moi ici de faire un compte-rendu de tous les massacres, tous les drames et de toutes les exactions perpétrées à cette époque par l'un ou l'autre des deux camps. Je ne peux que me joindre à vous, j'en suis sûr, pour adresser mes pensées à ceux qui l'ont vécu. Finalement, comme je vous l'ai déjà brièvement expliqué, le cartel du Golfe décidera de s'allier avec ses anciens ennemis contre ses anciens alliés des Zetas et rejoindra la Resistencia, l'alliance menée contre eux par le cartel de Sinaloa et la Familia Michoacana. Les Zetas sont pour leur part toujours alliés avec les cartels de Juárez et Beltrán Leiva. Ça devient une sorte de guerre nationale en gros. J'en rajoute un peu mais vous avez compris l'idée. Sauf que le cartel des Zetas a bien mal choisi ses alliés dans cette guerre. Dès la fin des années 2000, les cartels de Juárez et Beltrán Leiva sont tous deux durement frappés par les opérations de l'armée et du gouvernement mexicain. Curieusement, très étrangement, hormis le raid qui a conduit à la mort de Nacho Coronel, le numéro 4 du cartel en 2010, le cartel de Sinaloa est justement particulièrement épargné par ces opérations de l'armée, ce qui lui permet de prendre l'ascendant sur ses ennemis. Après la mort ou la capture de leur chef, les cartels des frères Beltrán Leiva et de Juárez finiront tous deux par péricliter au début des années 2010,
pour ne plus laisser derrière eux que leurs anciens bras armés de los Mazatlecos et de la Línea, désormais orphelins de leur leader et devenus indépendants. Il s'avère que le même sort attend justement leurs alliés des Zetas, tout comme les anciens patrons de ces derniers, le cartel du Golfe. Le dernier chef du cartel du Golfe et ancien bras droit d'Osier Cárdenas Guillén, El COS, Jorge Eduardo Costilla, est arrêté au Tamaulipas le 12 septembre 2012. Moins d'un mois plus tard, son pire ennemi, l'homme à la tête de los Zetas, Heriberto Lascano El Zeta-3, est abattu avec son chauffeur alors qu'il se rendait en camionnette à un match de baseball, armé de son fidèle AR-15 lance-grenade. Tous deux seront criblés de balles dans leur véhicule après avoir déclenché une fusillade contre les forces de police qui cherchaient seulement à les interpeller. El Lasca est lui descendu de sa camionnette pour ouvrir le feu au moment de trouver la mort. Le chef des Zetas fut atteint de 3 balles au cours de l'échange de tirs. Son fusil est retrouvé gisant non loin de lui. Son entraînement militaire, reçu au sein des forces spéciales, ne lui aura pas permis ce jour-là de se sauver. Cependant, selon la grande tradition des cartels, la morgue où était entreposé le corps du leader Zeta a été prise d'assaut quelques heures plus tard et le cadavre dérobé, avant que ne puisse être menée à bien l'autopsie. Depuis, un doute règne au Mexique, chez les plus pessimistes, quant à savoir si l'homme qui fut abattu ce 9 octobre 2012 était effectivement El Zeta-3, Heriberto Lascano. S'il était encore en vie, l'emblématique chef cannibale de los Zetas, et ancien des forces spéciales, qui avait un goût prononcé, dit-on, pour les blondes, la chasse au gros gibier et les steaks bien saignants, serait aujourd'hui âgé de 51 ans. Ces deux lieutenants qui prendront sa succession et hériteront d'un cartel de los Zetas fragmenté et en bout de course, les frères Treviño Morales, El Z40 et El Z42, se feront respectivement arrêter en 2013 et 2015. Les deux se préparent pour leur procès qui se déroule actuellement aux États-Unis. Nul doute qu'ils devraient être condamnés à la peine de prison à perpétuité. J'ai envie de dire, bon débat. Ils ne manqueront pas, ceux-là. Au final, ce qui aura provoqué la chute de los Zetas, outre les arrestations et les opérations de l'armée qui les auront privés de leur chef, aura été leur guerre contre leurs anciens alliés du cartel du Golfe et les divisions internes qui ont fini par les scinder eux-mêmes en plusieurs factions. Une guerre qui fut d'ailleurs fatale aux deux organisations. Il existe aujourd'hui 3 grandes factions du cartel du Golfe et 2 principales découlant des Zetas, à savoir le cartel del Noreste et los Zetas Vieja Escuela, qui comportent encore certains membres de la famille de Z40 et Z42 à leur tête. Mais même ces factions sont composées de plusieurs cellules indépendantes qui n'ont plus rien à voir avec le cartel du Golfe ou les Zetas de jadis. Le pouvoir et la capacité de nuisance qu'ils ont eu un jour ne sont maintenant plus qu'un lointain souvenir. Une histoire qui semble toute droit tirée d'un film d'horreur. Toutefois, demeure encore le souvenir vivace de toutes ces morts et ces tragédies, un souvenir qui lui demeure encore bien vivant et ancré dans la conscience collective au Mexique, comme une marque indélébile de sang et de mort. Il nous rappelle qu'un jour, un groupe de 40 militaires a décidé de quitter les rangs de l'armée et se changer en déserteurs, tournant le dos à leur patrie pour l'argent du cartel. Cartel auquel ils finiront également par déclarer la guerre, devenant ainsi l'ennemi public numéro 1 de tout un pays et contraignant dans le même temps les organisations criminelles concurrentes à former une alliance temporaire pour leur livrer bataille. Ainsi s'achève l'histoire faite de sang, de trahison et de tragédie de los Zetas.